Salut les visiteurs de l'histoire. Aujourd'hui, on va remonter dans le passé et aller dans l'Égypte antique. L'Égypte antique se forme vers 3550 avant notre ère avec l'unification de la Haute-Égypte qui est située au sud et la Basse-Égypte située au nord. À l'époque, c'est un roi qu'on appelle un pharaon qui dirige le pays et maintenant c'est un président qui dirige le pays. La période la plus connue d'Égypte antique est le Nouvel Empire, car à cette période, le pays atteint son apogée, puis suivit une période de lent déclin. Le succès de la civilisation égyptienne antique est en partie dû à la capacité des habitants à s'adapter aux différentes conditions climatiques de la vallée du Nil, car ils ont réussi à utiliser les crues prévisibles et régulières du fleuve et contrôler l'irrigation de la vallée pour produire des récoltes suffisantes pour toute l'année. Les hiéroglyphes sont un système d'écriture dont les caractères qui la composent représentent des objets divers, des animaux en tout genre, etc. Les égyptologues distinguent trois catégories de signes. La première, c'est les signes-mots qui représentent un objet ou une action. La deuxième, c'est des signes phonétiques qui, eux, notent un son, par exemple une consonne, suite de consonnes ou voyelles. Et la troisième, c'est les déterminatifs, les signes muets qui indiquent le champ lexical auquel appartient le mot qui est utilisé. Apparu au 4e millénaire avant notre ère en Haute-Égypte, cette écriture hiéroglyphique est utilisée jusqu'à l'époque romaine, donc pendant plus de 3000 ans. De nombreux Européens ont essayé de traduire ces écritures au début du 19e siècle avec un certain succès très incertain. Il faudra attendre la découverte de la pierre de Rosette pour que le célèbre Jean-François Champollion décrypte les hiéroglyphes. Et après, qu'on puisse à présent traduire les textes sacrés sur les temples et les tombeaux. Il y a beaucoup de périodes qui se sont écoulées au cours de l'histoire de l'Égypte antique. Donc, je vais vous citer les périodes les plus importantes qui ont façonné ce pays. D'après certains écrits, datant du 3e siècle avant notre ère, la lignée des pharaons se divise suivant 30 dynasties successives à partir du pharaon Ménès. Le roi Ménès est supposé avoir procédé à l'unification des deux royaumes de Haute et de Basse-Égypte vers 3200 avant notre ère, après une bataille victorieuse. En réalité, la transition vers un État unifié se déroule certainement de manière plus progressive que ce que les anciens écrivains égyptiens voudraient nous le faire croire. Néanmoins, certains chercheurs pensent que le mythique Ménès pourrait être en réalité le pharaon Namer. D'importantes avancées sont faites en architecture, en art et en technologie au cours de l'Ancien Empire, grâce aux gains de productivité agricole gérés par une administration centrale bien développée. Après l'excédent de ressources mises à disposition par une économie productive et stable, l'État est en mesure de financer la construction de monuments colossaux et de commander des œuvres d'art par les ateliers royaux. Les pharaons du Nouvel Empire instaurent une période de prospérité sans précédent en sécurisant leurs frontières et en renforçant les liens diplomatiques avec leurs pays voisins. Les pharaons du Nouvel Empire commencent une campagne de grande envergure pour promouvoir le dieu Amon, dont le culte est basé à Karnak. La pharaon Hatshepsut utilise ce type de propagande pour légitimiter ses prétentions au trône. Son règne a été couronné de succès par ses expéditions commerciales, un temple mortuaire, une paire d'obélisques colossaux et une chapelle à Karnak. Vers
1355 avant notre ère, la stabilité du nouvel empire est menacée quand Amenhotep IV, donc le futur Akhenaton, monte sur le trône et impose une série de réformes radicales et chaotiques. Il promue le dieu Aton comme divinité suprême et supprime le culte des autres divinités égyptiennes. En 1279 avant notre ère, Ramsès II monte sur le trône et continue à construire plus de temples et à ériger de nouvelles statues et obélisques, et engendre plus d'enfants que tous les autres pharaons dans l'histoire de l'Égypte. En 332 avant notre ère, Alexandre le Grand conquiert l'Égypte avec peu de résistance de la part des Perses. Il est accueilli par les Égyptiens comme un libérateur. L'administration établie par les successeurs d'Alexandre, donc les Ptolémées, est basée sur un modèle égyptien dont la nouvelle capitale est Alexandrie. La ville sert à mettre en valeur la puissance et le prestige de la domination grecque et devient un siège d'apprentissage et de culture autour de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie éclaire alors le chemin de nombreux bateaux de commerce sur lesquels les Ptolémées basent l'économie du pays avec notamment l'exportation de papyrus. L'architecture de l'Égypte antique comprend certainement certains monuments les plus célèbres au monde, comme les pyramides de Gizeh et les temples de Thèbes. Les projets de construction étaient organisés et financés par l'État à des fins religieuses ou commémoratives, mais aussi pour renforcer le pouvoir du pharaon. Les anciens Égyptiens étaient les constructeurs qualifiés utilisant des outils simples mais efficaces et des instruments d'observation. Les architectes pouvaient construire de grands bâtiments de pierre avec une exactitude et précision. Les habitations des Égyptiens de Haute comme de Basse-Égypte étaient construites avec des matériaux périssables comme des briques crues ou du bois et n'ont pas survécu malheureusement jusqu'à nos jours. Les paysans vivaient dans des maisons simples et tandis que les palais des élites avaient une structure plus élaborée. Les restes de quelques palais du Nouvel Empire, comme ceux de Malkata et d'Amarna, montrent des murs et des plafonds richement décorés avec des scènes de personnages, d'oiseaux, de bassins, de divinités et de dessins géométriques. D'importantes structures telles que les temples et les tombes, qui étaient destinées à durer éternellement, ont été construits en pierre et non en briques. Les éléments architecturaux utilisés dans le premier monument en pierre de grande ampleur bâti au monde est le complexe funéraire de Djeser. Ce complexe comprend notamment des architectures décorées de motifs de papyrus et de lotus. Le plus ancien temple égyptien conservé, tel que ceux de Gizeh, était composé de simples, couvertes avec des dalles de pierre, soutenues par des colonnes. Au Nouvel Empire, les architectes ont construit les pylônes devant les cours à ciel ouvert et des salles hypostyles à l'entrée sanctuaire du temple selon une coutume qui perdura jusqu'à l'époque gréco-romaine. La première forme de tombeau durant l'Ancien Empire était le mastaba, structure de plateforme rectangulaire couverte de briques ou de pierre, construite au-dessus d'une chambre funéraire souterraine. La pyramide intégrée de Djeser est constituée d'une série de mastabas en pierre empilés les uns sur les autres. Des pyramides ont été ensuite construites durant l'Ancien et le Moyen Empire, mais plus tard, les dirigeants les ont abandonnées en faveur d'hypogées creusées avec dans le roc. C'était beaucoup plus simple et c'était évidemment plus facile à cacher des pierres de tombe. Les anciens Égyptiens avaient un ensemble complexe de coutumes funéraires qui jugeaient nécessaires pour assurer l'immortalité après la mort. Les coutumes avaient pour but de préserver les cadavres pour la momification, d'accomplir les cérémonies d'inhumation et enterrer le corps, les objets destinés à être utilisés par le défunt dans l'au-delà. Avant l'Ancien Empire, les corps enterrés dans des fosses dans le désert ont été préservés naturellement par déshydratation. Les zones arides et désertiques
antiques continuait d'être une aubaine durant sur toute l'Égypte antique pour les sépultures des pauvres qui ne pouvaient pas se permettre préparatifs funéraires élaborés à la disposition des élites. Les Égyptiens aisés ont commencé à enterrer leurs morts dans des tombes en pierre et en conséquence, ils ont fait usage de la momification artificielle qui constituait à enlever les organes internes, envelopper le corps dans une toile et le mettre dans un sarcophage rectangulaire en pierre ou dans un cercueil en bois. Depuis la 4e dynastie, les organes furent conservés séparément dans des vases canopes. Au Nouvel Empire, les Égyptiens avaient perfectionné l'art de la momification. Pour les meilleures momifications, ils enlevaient les organes internes, dont le cerveau par le nez, et desséchaient le corps dans un mélange de sel appelé le natron. Le corps était ensuite enveloppé dans des bandelettes de lin avec des amulettes protectrices insérées entre les couches et placées dans un cercueil anthropomorphe décoré. Les momies de l'époque tardive ont été munies d'un masque en cartonnage peint. L'usage de la momification a diminué au cours des époques ptolémaïques et romaines, mais l'aspect extérieur fut privilégié. Les riches égyptiens ont été enterrés avec de nombreux objets de luxe, mais tous les enterrements, quel que soit le statut social, incluait des biens pour le défunt. Dès le Nouvel Empire, le livre des morts était placé dans la tombe avec des ouchetis, statues destinées à travailler pour le défunt dans l'au-delà. Les rituels dans lesquels le défunt était ranimé par magie accompagnaient l'enterrement. Après celui-ci, les parents vivants étaient censés apporter occasionnellement des aliments au tombeau et réciter des prières au nom de la personne décédée. Je vous merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo